Claire. Bonjour Marie. Alors apparemment on va enfin pouvoir réaliser notre vidéo. Je crois que ça fait 6 mois qu'on essaye de la faire. Oui, mais bon, écoute, c'était aujourd'hui que ça devait être, a priori. En tous les cas, je suis très heureuse de pouvoir te recevoir pour aborder un thème. Alors, comment dire, j'ai intitulé la vidéo L'art de tourner en rond, tout simplement parce qu'en fait, on va aborder la ronde de la vie, les cycles de la vie. Toi, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Les sagesses du cercle. Et donc, où tu en es venu à comprendre que finalement, tout dans les processus de vie s'aligne, s'inscrit dans des cycles. Tu fais le lien, bien entendu, avec les cycles féminins, puisque la femme plus particulièrement, alors l'homme aussi, mais c'est une autre histoire, mais en tous les cas, elle a des cycles, puisqu'elle est réglée, et que ces cycles hormonaux qui procréent la vie, en fait, enfin, qui sont là pour initier, pour procréer la vie, relient plus particulièrement la femme au cycle de la vie et à tout ce qui est plus grand qu'elle-même. Alors, ma première petite question rituelle, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis surtout, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce sujet? Alors, je m'appelle Claire Josan Mézel, j'ai presque 60 ans. Ça fait 40 ans maintenant que je chemine et que je me pose pas mal de questions. J'ai heureusement reçu pas mal de réponses, donc j'ai l'impression d'être quelqu'un de plus apaisé que ça fait 40 ans. Alors, mon travail, d'abord, je suis professeure de yoga, je suis aussi mère de 2 filles, ce qui a été extraordinaire pour moi dans ma vie, d'avoir des enfants. Et je suis consultante formatrice dans le domaine des plantes médicinales. Donc, ce qui a fait m'intéresser au cycle, d'abord, ça a été l'astrologie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des cycles, justement, voilà, des cycles de même de 25 000 ans, et qu'on était à la fin d'une des ères de ces cycles-là et on allait rentrer dans le signe, ou plutôt dans l'ère du Verseau. Donc voilà, je me suis dit finalement, l'homme est obligé de traverser d'une façon récurrente et de vivre, est amené à évoluer selon la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Ok ? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors là, déjà, l'ère du Verseau, je crois qu'on y a mis les pieds dedans, parce que quand on voit tout ce qui se passe... Oui, alors moi, c'est étonnant, mais j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé le premier confinement, qu'on rentrait dans l'ère du Verseau. C'est la première chose que je me suis dit. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que l'ère du Verseau, c'est le fait que tout le monde soit relié, mais pas forcément ensemble. Et puis que aussi, puisqu'on était reliés, finalement, la moitié de l'humanité vivait la même chose. Et j'ai trouvé ça quelque chose d'assez intéressant et je pense d'assez porteur. C'est vrai que ça freine des choses, mais en même temps, j'ai l'impression que ça accélère aussi des processus, en tous les cas des processus intérieurs très intéressants chez les personnes. Donc pour revenir à ces cycles-là, je me suis rendu compte aussi, ça par mon expérience, c'est que moi, en tant que femme, j'étais vraiment très différente selon mon cycle menstruel. Pour illustrer ça, à l'époque, quand je me suis rendu compte de ça, je vivais avec quelqu'un et avant mes règles, sur son calendrier, il mettait danger, genre il va falloir la prendre, elle va pas être à prendre avec des pincettes, donc voilà. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré donc une femme. J'aime bien les appeler les femmes de connaissance parce que femmes médecine, chamanes, tout ça, je trouve que c'est
déjà, c'est mettre une catégorie, enfin, mettre des personnes dans des tiroirs et j'aime pas trop. Et donc, cette personne m'a parlé justement de cette spiritualité amérindienne et du fait que les femmes, lorsqu'elles avaient leurs règles, étaient à leur plus haut potentiel d'intuition, au plus haut de leur pouvoir intuitif. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait des recherches, voilà, et j'ai commencé à animer justement des cercles de femmes autour du thème de la menstruation et apprendre aux femmes d'une part qu'elles étaient cycliques, c'est-à-dire que en fait, elles sont notre cycle menstruel nous relie à la lune, hein, et donc nous relie à notre côté instinctuel en tant que femme, et le fait qu'à l'intérieur il y ait 4 phases différentes, elle nous relie aussi au cycle de la Terre, puisqu'on manifeste un printemps, un été, un automne et un hiver intérieur le long de ce cycle menstruel. Et en plus de ça, nous sommes soumis aussi au cycle vie, mort, vie de la vie. Ce qui vraiment, ce qui finalement est très complexe. Hein. Et je pense que c'est important que les femmes reconnaissent ça en elles, parce que du coup, elles vont pouvoir d'abord mieux se connaître et puis aussi plus se faire respecter. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de qualités qu'on va pouvoir développer grâce au fait que justement, au cours de ce cycle menstruel, on va pouvoir voilà, avoir des perceptions différentes qui vont de la réalité. Tantôt, on va être tourné vers le monde extérieur et tantôt tourné vers le monde intérieur. Et ce monde intérieur vers lequel on va se tourner, c'est vraiment un monde dans l'Occident qui n'est absolument pas valorisé ni reconnu. Et, alors, juste pour préciser aussi, c'est que les saisons, on peut les retrouver aussi tout au long de la vie, c'est-à-dire que nous avons un printemps, un été, un automne et un hiver tout au long de notre vie. Hein. On peut vraiment l'étaler sur une vie entière. Et donc, on peut parler de cycle de vie. On n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes besoins lorsque nous sommes au printemps de notre vie que lorsque nous sommes à l'été de notre vie, à l'automne de notre vie ou à l'hiver de notre vie. Voilà, c'est-à-dire que finalement, il y a, en tant que femme, on vit les 4 saisons à travers notre cycle menstruel, les saisons de l'année et après les saisons de la vie. Hein. Finalement, tout est lié puisque, voilà, je pense qu'on va justement durant l'automne de notre cycle menstruel, manifester des qualités ou être capable d'avoir des perceptions qu'ont les femmes ménopausées, c'est-à-dire plus de sagesse, le fait d'être capable de se tourner vers son intériorité, de plus aller dans les détails, d'être voilà, de plus être dans l'observation des petites choses, ce qui nous permet de rectifier des situations, d'être plus précise en fait dans notre quotidien. Alors c'est vrai qu'on vit dans une culture qui nous amène à vivre de façon linéaire, alors qu'en fait la vie est changement, éternel changement, comme tu l'as si bien dit, vie, mort, vie, ou alors renaissance perpétuelle. Ouais, et que du coup, nous les femmes, mais aussi les hommes, nous vivons complètement à contre-courant du processus de vie en fait. En cherchant à vivre de façon linéaire, on est à l'opposé de la vie. C'est-à-dire que surtout, et de plus en plus, dans notre monde moderne, on prend ses vacances l'été, alors qu'avant, on se reposait l'hiver, puisque les gens travaillaient beaucoup plus la terre et que pendant l'hiver, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. C'était pas un labourage extérieur, mais c'était plutôt un labourage intérieur auquel on était soumis.
Et puis, il y a aussi, donc, et aussi, je pense que ce que les anciens, et en tous les cas, toutes ces spiritualités autochtones, hein, je parle de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud particulièrement, c'est vraiment profiter de l'énergie de la saison pour faire des choses, c'est-à-dire ne pas commencer un projet en plein hiver, ça n'a pas de sens. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas être accompagné par l'énergie de vie comme, comme elle peut exister au printemps. L'hiver, au contraire, on est encore dans cette réflexion passive, alors qu'au printemps, waouh, on peut y aller. Et je pense qu'il y a très certainement des choses à rectifier justement dans la façon dont on vit. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que on relie aussi la femme donc à la lune, aux lunaisons, et donc pour démarrer un projet, on dit que la nouvelle lune est plus propice que la pleine lune. Enfin, de la même façon que pour semer des graines, enfin, quand on commence à se relier vraiment au cycle de la vie, il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui quelque part, on est dans le flux, on est dans le flow. Et du coup, on arrête de tourner en rond, à se mordre la queue, à chercher des réponses, alors que dès lors qu'on s'inscrit vraiment et qu'on accompagne la vie, tout ça, ça se fait naturellement en fait. Oui, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'abord qu'il faut comprendre, puis intégrer pour pouvoir le déprogrammer en nous. Hein. Parce que, je veux dire, moi, ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est que, bon, on est pas mal de personnes à commencer à être conscients ou conscientes de ça, mais en même temps, la société, elle nous renvoie toujours ce côté linéaire. Donc, ça fait c'est double peine un petit peu, parce que on essaie de se déprogrammer et en même temps, on est obligé quand même de continuer à vivre dans une société. Enfin, moi, j'essaye d'arranger ou plutôt de programmer mon travail d'une façon différente, mais c'est pas possible pour tout le monde. Hein. Et, voilà. Donc, et puis aussi, je pense que parce que là, on parle voilà, du cycle féminin, du cycle des saisons. Et j'aime beaucoup, moi, cette notion de rune médecine, hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans la première partie de notre existence, on manifeste plutôt des qualités masculines, hein, c'est-à-dire être tourné vers l'extérieur, avoir des objectifs à atteindre, alors que dans la partie je veux dire, à partir de l'âge mûr et pendant la vieillesse, on va plutôt manifester des qualités féminines, c'est-à-dire prendre soin plus des autres, être dans l'enseignement, partager son expérience, voilà. Et en fait, je me rends compte que dans nos sociétés modernes, le fait de vieillir est quelque chose qui n'est pas valorisé non plus. Hein. Et je pense que toute cette spiritualité féminine à l'heure actuelle qui est en train d'émerger, ça vient aussi nous rappeler la force de l'expérience, la force de l'introspection, la force du retour à soi, du soi à soi, et du silence aussi, hein, de cette capacité qu'a l'être humain à se tourner vers son espace intérieur pour pouvoir s'écouter, parce que sans faire silence, on ne peut pas s'écouter. Donc, et je pense particulièrement, et je pense que c'est particulièrement important pour les femmes, justement, qu'elles se disent « Waouh, je gagne quelque chose aussi en vieillissant. Ok, je perds de la jeunesse. » On se regarde dans son miroir, voilà, on a des rides, on n'est plus celle qu'on était, mais on a autre chose. Et je crois que cette force-là, le monde, la force de la femme d'expérience, le monde en a besoin à l'heure actuelle. Et est-ce que c'est un hasard que la tranche la plus large de la population à l'heure actuelle, en Occident comme en Orient, soit les femmes ménopausées? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que justement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, quand je vois une femme d'un certain âge, je me dis
waouh, ça a été quoi sa vie? J'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir ça a été quoi ses défis. Et je pense qu'on doit se tourner vers ces femmes-là. Hmm. Très important. Alors c'est vrai que la ménopause, c'est un moment très particulier dans la vie d'une femme. Et moi, j'aimerais dire qu'on passe de la procréation à la création. C'est-à-dire que c'est vraiment tout un... Je compare cette phase de vie vraiment à tout un processus de deuil où finalement on va faire le deuil du fait de donner la vie, de pouvoir être mère et donc de procréer pour entrer dans une phase où on va, je dirais, intégrer ce que j'appelle intégrer notre homme intérieur. Donc c'est tout un processus d'incorporation, de corporalisation pour aller vraiment vers notre propre créativité. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que je me suis mise au monde depuis une dizaine d'années, depuis que je suis ménopausée. Et c'est vrai que, bon, il y a un passage qui n'est pas évident. Je pense que c'est Christiane Northrup, cette gynécologue américaine, qui dit que finalement, jusqu'à la ménopause, on fait plus ou moins ce que la société attend de nous. À la ménopause, on fait ce que notre âme attend de nous. Et certains troubles, justement, qu'on peut connaître, c'est un petit peu notre âme qui vient nous donner un dernier coup de pied aux fesses pour nous dire, bon, bah, maintenant, tu y vas et tu fais vraiment ce pourquoi tu es faite. Hein. Et c'est-à-dire qu'il y a moins ce besoin de reconnaissance, je pense, de la part des autres, mais on va plus dans, dans le fait d'être aligné, d'être en cohérence avec ce qu'on a envie de faire profondément et nos actes, qui est une vraie cohérence, quoi. C'est quasiment un acte d'auto-fécondation. Hein. Tu parles de se mettre au monde, mais c'est aussi souvent à cet âge-là où la femme, quelque part, elle s'émancipe vraiment, elle s'autonomise vraiment au niveau... enfin, elle peut être autonome sur le plan matériel et financier auparavant, mais là, il y a vraiment une réelle autonomisation sur le plan psychique, émotionnel et symbolique, spirituel aussi. Hein. Bah écoute, en tous les cas, moi, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Et je pense que ce serait formidable que justement ce changement intérieur s'opère en elles pour que justement elles soient regardées et considérées comme telles aussi. Parce que là, il y a... Mais je pense que si jamais on renvoie une bonne image déjà, ou déjà si on vit bien d'être plus âgé, du coup, je pense que aussi on va nous regarder comme ça. Donc, finalement, ça commence à l'intérieur de nous. Ouais, toujours. Alors, à l'intérieur de nous, et en l'occurrence à l'intérieur des hommes, il y a aussi une femme, enfin, un principe féminin. Hein, parce que ce principe féminin-masculin, il existe en chacun d'entre nous. Et donc, comment tu fais le lien entre ces cycles de vie avec l'homme? Je pense que déjà, nous, il faut qu'on se réapproprie ce que c'est vraiment être une femme. Donc, c'est déjà du travail. Hein. Je pense que peut-être ce sera plus facile pour les générations suivantes parce qu'elles auront eu des mères, des grands-mères qui auront fait ce travail-là. Et donc, ce sera plus intégré et plus facile pour elles. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien que les femmes, justement, en travaillant leur féminin, puissent montrer aux hommes qu'eux aussi, ils ont un féminin. Et je pense que déjà, le fait que les hommes s'occupent beaucoup plus de leurs enfants, leur donnent leur bain, le fait que la femme ait un rôle à l'extérieur de la maison, forcément, les hommes sont aussi dans le care et dans le prendre soin de leurs enfants. Donc, il y a ça. Et puis aussi, je pense que nous, les femmes, on doit justement apprendre à ce que le féminin de l'homme, je pense, n'est pas du même registre, n'est pas du même ordre que notre féminin à nous, qui est beaucoup plus
dans cette sagesse intérieure, alors que l'homme est sans doute plus dans l'empathie. Hein. Et, et quelquefois, il est possible, j'aime bien ne pas faire des affirmations trop fortes, je pense que parfois, nous les femmes, on n'a pas encore accepté le féminin de l'homme, tout comme lui, l'homme n'a pas encore accepté notre féminin et que on est notre masculin et qu'on est forcément encore dans une période de réajustement. Parce que quand on voit la façon dont ça a évolué en peu de temps, hein, moi j'ai 60 ans, ma mère est encore là, elle a 94 ans, c'est pas la même génération. Hein. Et je vois mes filles et les filles de mes sœurs, et voilà, donc il y a vraiment, il y a eu beaucoup de changements dans la relation que les femmes peuvent avoir déjà avec elles-mêmes et avec l'homme avec lequel elles vivent. Puis après, il y a chacun a son histoire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'effectivement, on est dans des phases, dans des processus d'ajustement, je crois, au niveau individuel, collectif et universel, je dirais même. Et je crois que très souvent, les polarités féminines et masculines sont inversées, même parfois. Hein. C'est-à-dire que du fait qu'on les a pas, qu'on les a pas forcément corporalisées en nous-mêmes, parce que les valeurs féminines, de façon générale, elles sont quand même très maltraitées. On les a vraiment éjectées de la même façon que ça fait quelques siècles, voire des millénaires, que les femmes sont maltraitées, je dirais physiquement et psychologiquement. De la même façon, on a maltraité ces valeurs féminines. Et donc, du coup, hommes et femmes, on les a comment dire, éjectées de notre vie. Et toutes ces valeurs féminines, c'est toutes ces valeurs qui sont en lien aussi avec les plans subtils, la vie spirituelle, tout ce qui est de l'ordre des valeurs de l'accueil, de prendre le temps, de prendre soin, de l'écoute, enfin, etc., etc. Donc ça, on a chacun notre façon, effectivement, de les vivre. Et quand tu dis qu'on n'accepte pas spécialement encore complètement le féminin de l'homme, je dirais que c'est toute la question de la différence aussi. Parce que je crois qu'on a chacun aussi notre façon de vivre ces valeurs-là. Puisqu'elles sont forcément colorées de notre propre parfum, de notre spécificité. Et histoire, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. Ouais, et ouais, je pense que on a quand même, enfin, moi j'ai la sensation qu'on a quand même de la chance à notre génération. Hein. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une jeunesse extrêmement libre. Je veux dire, j'ai pu voyager, j'ai pu aller travailler à l'étranger. Enfin, et aussi ce rapport à l'homme a beaucoup changé. Et je pense que quand même, on peut arriver, si on arrive à bien se connaître et à ce que la personne avec qui on vit aussi se connaisse bien, à finalement créer sa propre histoire à deux en se libérant aussi du regard des autres, du regard de la famille, de tenter des expériences différentes et de ne pas être dans ce couple traditionnel qu'on nous a imposé depuis des millénaires. Hein. Je pense que justement, le couple traditionnel, il appartient à cette vision linéaire de la vie. Hein. C'est-à-dire que tout doit être normalisé, rien doit dépasser, tout le monde doit ressembler à tout le monde. Et on nie complètement les processus évolutifs, les processus de changement de la vie, enfin, etc. Et comme tu disais si bien tout à l'heure, je veux dire,
la sagesse, une des sagesses du féminin, c'est vraiment aller vers l'intérieur, se connecter à l'âme. Et quand on est connecté à l'âme, on ne cherche plus la reconnaissance à l'extérieur, ni du collectif, ni du compagnon, ni enfin, de personnes d'extérieur en fait. Et donc c'est vraiment lâcher. Et je crois que c'est beaucoup ça qui nous est demandé actuellement. C'est vraiment se connecter à ce qui fait de nous des êtres uniques et spécifiques et aller voir aussi là où on se ment à soi-même, là où on se manipule. Tout ce qu'on vit actuellement, moi, je me suis pas beaucoup exprimée pendant tout ce temps depuis le début du premier confinement, mais j'ai fait 2-3 vidéos où je l'ai dit, c'est que tous ces événements à l'extérieur de nous qui viennent nous montrer et nous révéler toutes les manipulations dont on fait l'objet depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, finalement sont là pour mettre en lumière, pour nous inviter à aller regarder où se trouve notre propre manipulateur, où est-ce qu'on se ment à soi-même. Donc pour dévoiler ça et pour vraiment, permettre de se connecter à nos véritables vertus d'être, à nos valeurs d'être, à nos qualités d'être et à se connecter à notre soi supérieur pour devenir un être unique et spécifique, totalement différent. Oui, moi j'ai vraiment l'impression que je me suis dit, de toute façon, c'est impossible de démêler le vrai du faux sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, parce que vraiment, on entend tout son contraire, et puis aussi les théories de chacun et chacune sur, sur les manipulations qu'on pourrait nous faire, etc. Donc je me suis dit, ce qui se passe à l'extérieur, je vais regarder ce que moi j'ai à l'intérieur et voir ce qui me reste aussi de tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que quand même, en tous les cas, moi, ça m'a permis à avancer plus vers moi-même et je trouve que ça a été un accélérateur pour moi. Donc, voilà, d'oser prendre ma place en tant que femme de mon âge et de dire, voilà, j'ai quelque chose à dire, j'ai une expérience à partager, je ne détiens absolument pas la vérité, mais je peux être un socle sur lequel des plus jeunes peuvent prendre leur élan pour pouvoir, elles, aller vers elles-mêmes. Parce que je pense qu'on a besoin, puis je trouve que cette relation qu'on peut avoir entre femmes aussi, parce que moi, j'ai vraiment je me sens très, très chanceuse d'avoir vraiment des contacts très privilégiés avec des femmes de connaissances plus âgées que moi. Et il y a quelque chose de l'ordre à la fois de l'intime, d'oser se raconter exactement tel qu'on est et d'en rire. Et en même temps, ce rire, il est consolateur. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important dans cette spiritualité féminine, c'est d'être comprise. Et en étant comprise, du coup, on va mieux. Et ça, je pense que, voilà, cet intime entre femmes est très important, à la fois dans un cercle de femmes, parce que quelquefois, on n'ose pas dire quelque chose, et puis quand quelqu'un dit, on se dit « Ah oui, mais moi, je suis pareil, pourquoi je n'ai pas osé le dire alors que ça m'aurait libérée ?» Et voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de se montrer tel qu'on est, dans un groupe. Parce que quand on va chez un thérapeute, ok, on se montre tel qu'on est, ou on tente en tous les cas. Mais de le dire dans un cercle, entouré d'autres personnes, c'est différent. Je pense que c'est une portée aussi qui est assez forte. En soi, ce n'est pas thérapeutique, un cercle de femmes, mais finalement, ça le devient. Voilà, parce qu'on est accueilli par un groupe. Mais en tous les cas, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais là tout à l'heure, sur le fait, finalement d'assumer ce qu'on est et d'assumer ce qu'on pense, d'assumer ce qu'on dit, d'assumer ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chercher l'aval des autres, toujours cette putain de reconnaissance. Mais c'est vrai que quand tu parles de
finalement, aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Peut-être nous sommes invités à aller au-delà du vrai et du faux, parce que quelque part, le vrai et le faux, ça appartient au monde de la dualité. Le bien, le mal, le vrai, le faux. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant le vrai ou le faux, mais plutôt ce qui est réel. C'est-à-dire, quelque part, ce qui ne peut pas, parce que la vérité vient en opposition au mensonge. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité où il n'y a plus d'opposé, en fait. C'est-à-dire ce qui est quelque part OK et qui ne peut pas se remettre en question. Et c'est là où les processus de la vie m'intéressent. C'est-à-dire, dans les processus de la vie, qu'est-ce qui est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a pas d'opposé, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas ça, c'est vrai pour tout le monde. Et quand on vient parler de, par exemple, tout est changement, la vie est éternelle de changement, ça, c'est une réalité qui ne peut pas être remise en cause. Et pourtant, mon Dieu, qu'on essaye de... on entre facilement en résistance face au changement. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on vit là actuellement, je vois bien toutes les résistances face au changement. C'est-à-dire qu'on est profondément en train de changer collectivement, individuellement, et on est nombreux à faire de la résistance. Mais je crois que la vie, elle est plus forte que nous et que si on résiste trop, ben, au bout d'un moment, ça casse. Je pense qu'il y a un plan humain, mais il y a aussi un plan divin. Et si jamais on est vraiment, enfin, si jamais je suis dans ma vérité et que je ne me mets pas dans un catastrophisme débordant et que je suis dans l'espoir, finalement, est-ce qu'on ne va pas aussi attirer, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une puissance du collectif qui va faire que si jamais on a peur, ben on va avoir plus de peur qui va arriver, alors que si on est dans l'espoir, il y a des choses qui vont aussi se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va peut-être être tellement acculé à trouver des solutions que finalement elles vont se mettre en place. Et donc ça va être porteur. Mais les transitions, c'est pas confortable. Hein. Mais ça, c'est juste, ouais, c'est vrai que les transitions, c'est pas confortable du tout, mais lorsqu'on fait confiance au processus de la vie, au cycle de la vie, eh bien, on comprend que ce qu'on traverse actuellement, c'est juste normal. Et qu'on on est tous amenés à vivre une renaissance et que cet accouchement de nous-mêmes, eh ben, il se fait et sans péridurale. Oui. Donc du coup, bah, c'est vrai que ça peut être douloureux selon là où on en est dans la vie. En tous les cas, moi, j'essaye d'accompagner effectivement. Hein, et puis je te rejoins quand je te dis, mais quand tu disais tout à l'heure que bah, effectivement, c'est une invitation à aller regarder à l'intérieur de soi et à ouvrir et à lâcher tout ce qui est vieux, tout ce qui est obsolète, tout ce qui appartient au vieux monde. Et je pense qu'effectivement, la sagesse nous invite à ne pas aller guerroyer à l'extérieur, mais à aller accueillir ce qui se passe à l'intérieur. Et, Oui, ça, j'en suis persuadée. et c'est là où on connecte vraiment avec notre pleine puissance. Oui, puis moi, j'ai toujours un petit peu, enfin, c'est pas que j'ai du mal avec le mot puissance, mais justement, souvent la puissance a été tournée vers l'extérieur. J'aime bien la liberté aussi, ce principe de liberté, parce que, enfin, je sais plus qui disait ça, mais en tous les cas, c'était une américaine, les américaines, oui. Elles nous aident bien, ces femmes-là, elles ont au moins une génération d'avance sur nous. Et elle disait finalement, la puissance, c'est une histoire de contrôle, alors que la liberté, c'est une question de lâcher et de lâcher prise. Et je pense que là, il y a vraiment, on est obligé de lâcher. Le monde dans lequel on vivait, ça y est, il est obsolète. Alors, on n'a pas l'impression que celui qui arrive est très gai, mais créons-le. Déjà, créons-le en nous. Visualisons. C'est là où c'est intéressant de définir les mots qu'on emploie, parce que c'est vrai que moi, quand je parle de puissance, de pleine puissance, ça inclut
toutes les valeurs, toutes les qualités de mon être, et notamment l'accueil, la liberté, enfin, etc., etc. Et que dans la puissance, ben, j'inclus évidemment la liberté, mais bien entendu, je suis complètement d'accord avec toi que c'est bien de ça dont il s'agit aussi pour moi, de pouvoir être libre, de me vivre libre et de m'accueillir telle que je suis dans tout ce que je suis et seulement ce que je suis. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Alors bon, le temps passe, donc on va. Je reviens un petit peu à Ouais. ton livre, donc Les Sagesses du Cercle. Alors c'est pas un ouvrage théorique, hein, puisque tu te sers de ton propre terreau d'expérience pour amener les choses que tu as découvertes, donc bah, effectivement tu vas explorer tous ces processus et ces cycles de vie, et puis après toutes les méthodes de guérison que tu as découvertes à travers sagesse amérindienne, Ouais, ouais. la sagesse des plantes, enfin, etc., etc. Donc, ce livre, il a été publié aux éditions Le Souffle d'Or. Et donc, le sous-titre, c'est La résurgence de la spiritualité féminine. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Est-ce que tu as Oui. envie de rajouter quelque chose Oui, enfin, ce que j'avais envie de dire par rapport à spiritualité féminine, c'est que ça ne concerne pas que les femmes, puisque les spiritualités autochtones sont des spiritualités féminines puisqu'elles se pratiquent en cercle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de rangée, on ne va pas voir un enseignant et puis on se met en rang pour le voir, non. Tout le monde est accueilli, tout le monde est à équidistance du centre du cercle, donc ça c'est important de le préciser, et que cette résurgence a commencé aux États-Unis, enfin, et puis aussi enfin, aux États-Unis avec les spiritualités autochtones, avec aussi en Californie ce mouvement féminin de femmes qui ont commencé à se réapproprier la sagesse de leur cycle menstruel. Et puis, je dirais aussi que c'est l'arrivée du yoga en Occident. Hein, il y a eu tout ça à peu près de façon concomitante, et c'était comme si toutes les traditions, voilà, tous les pays qu'on avait colonisés, entre guillemets, venaient nous donner des solutions. Mais c'est vrai que, parce que du coup, là, j'ai une idée qui me traverse concernant la religion dont s'est accaparé l'homme, hein, Ouais. la religion qui est très dogmatique, hein, très théorique, et d'où la femme a été complètement éjectée. C'est-à-dire que la religion a complètement éjecté la place et le rôle des femmes dans l'histoire des religions. On a donné une petite place à Marie-Madeleine, on sait tous ce qu'elle elle est devenue la prostituée de service. Voilà, donc si on met en opposition l'un à côté de l'autre la religion avec la spiritualité, quelque part la spiritualité féminine vient remettre un équilibre et vient réintégrer les femmes et leur pleine puissance. Oui, et puis je pense cet accès direct au divin, parce que finalement, a-t-on besoin de quelqu'un? Je pense qu'on a besoin d'être guidé. Moi, j'ai vraiment été guidée dans ma vie, j'ai eu besoin d'être guidée, mais in fine, c'est quand même ce soi à soi qui est le vrai travail. Et après, cette reliance au divin, personne ne peut le faire pour vous. Donc je pense que pour moi, c'est ça la spiritualité féminine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un intermédiaire. C'est aussi enfin, quand vous, c'est le symbolisme de la médecine du calumet. C'est-à-dire que vous envoyez vos prières et vous avez, avec votre calumet, vous envoyez vos prières voilà, au Créateur, mais vous avez besoin de personne d'autre pour le faire. Et je pense que Tout à fait, on peut s'adresser directement voilà, et que du coup, ça nous donne une responsabilité aussi. Parce que
on peut se décharger sur personne. Alors, juste une petite réflexion, c'est qu'on a souvent tendance à parler du divin en disant là-bas, là-haut, enfin, etc. Alors que moi, personnellement, le divin, c'est là, hein, c'est dedans. Oui, je pense qu'il est, il est dedans et il est partout et il est en haut et il est en bas. Ouais. C'est vrai que on a on a arrêté de diviniser la terre et ça aussi, ça revient. C'est-à-dire que il y a dans la spiritualité féminine, il y a aussi une résurgence de ce lien à la terre. Parce que les sociétés monothéistes ont plutôt, pardon, les religions monothéistes ont placé la connexion au divin, c'est vrai, vers le haut, alors qu'il y a aussi la terre qui est là dans toute sa divinité et par son côté nourricier, justement. Ben oui. Et du coup, ça vient réintroduire aussi la notion du corps, qui a été largement maltraitée par la religion. Hein. C'est-à-dire que la dimension spirituelle de la terre, la dimension spirituelle du corps, et tout ce qui est en lien avec le ressenti, etc. etc. Bon, on pourrait refaire une deuxième émission Oui. dans la lignée, parce que là, du coup, on est reparti, j'étais en train de repartir et on repart. Mais au plaisir de continuer cet échange. Avec plaisir aussi, Marie. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci de votre écoute. Je mets tous les liens de Joël, de Claire, Joël Michel, sous la vidéo et à bientôt. Au revoir. Au revoir Marie, merci pour tout. Au revoir.